Modric, Casemiro, Alaba, Asensio, Rodrigo, Gareth Bale, Marcelo, Isco, Lunin. Oh, ça sert à quoi de se faire vacciner, con? On est décimés. Le Covid, il nous chope par le callback, gros, il veut pas nous lâcher. Oh, laisse-nous tranquilles. On est sur une bonne dynamique de résultats, on se fait plaisir, c'est le Real Madrid, et je te distribue des victoires, des beaux buts et du beau jeu. Et voilà que là, depuis 2 matchs et depuis une semaine, on se fait enchaîner. À un moment, ça casse les couilles. On se retrouve aujourd'hui, les amis, en ce début de vidéo, un petit peu énervé, un petit peu salé, parce que le destin, là, nous joue un petit peu des tours depuis maintenant une semaine, avec le Covid-19 qui frappe bien sûr nos joueurs les uns après les autres. Alaba et Isco ont été déclarés positifs au Covid dans l'après-midi du coup d'aujourd'hui, donc là on est mardi alors je tourne la vidéo, donc un jour avant. Ça commence à me faire chier. Ça, combiné bien sûr à Modric qui n'a pas l'autorisation d'aller à Bilbao parce que là-bas, si t'es vacciné, que t'as été négatif il y a moins de 2 jours, etc., tu dois encore rester quelques jours dans ton état chez toi en Espagne. Et en plus du fait que Casemiro, Ancelotti d'ailleurs a beaucoup déconné de le faire jouer contre Cadiz, il avait pris un jaune, du coup il est suspendu aujourd'hui contre Bilbao. Parce que pour moi, contre Cadiz, qui est une équipe purement de merde, j'aurais largement mis Antonio Blanco, Camavinga dès le début du match pour être tranquille et faire tourner un peu l'effectif et le faire souffler lui, Casemiro, contre Bilbao dans un match à l'extérieur plus important que contre Cadiz. Mais du coup voilà, on a une équipe qui est un petit peu décimée de tous les côtés, entre pas mal de titulaires en défense, au milieu de terrain et en attaque, et de l'autre côté aussi des remplaçants qui auraient pu rentrer faire la différence, qui malheureusement ne seront pas là. Eux, Bilbao de leur côté, ils ont aussi des problèmes de Covid-19. T'as Berenguer si je dis pas de bêtises, t'as aussi Inigo Martinez, t'as Unai Simon, le gardien remplaçant, du coup ce sera un gardien de 18-19 ans qui est donc le 3e gardien qui jouera à leur place. Et après je crois qu'il y a aussi 1 ou 2 autres milieux de terrain, mais ça me vient pas les noms en tête tout de suite. Les 2 équipes sont plus ou moins touchées, parce que pour Bilbao, à part le gardien Inigo Martinez, c'est plutôt des remplaçants qui sont touchés par le Covid. Nous, c'est quand même pas mal de titulaires. Et un Real Madrid sans Casemiro, sans Modric, sans Alaba, et sans plus soit Asensio, soit Rodrigo devant, c'est pas forcément pareil, tu vois. Même s'il y a la qualité pour les remplacer, du coup milieu de terrain tranquille, t'auras Valverde, t'auras Camavinga titulaire, peut-être Antonio Blanco, on sait pas si Ancelotti va se décider de le faire jouer, à croire que le mec se tape sa fille même s'il a pas de fille. Et puis après devant, on verra bien ce que Eden Hazard va se décider à faire, parce qu'il a pas non plus été si exceptionnel que ça contre Cadiz, qui est une équipe qui n'a rien proposé du match. Et quand j'ai vu les analyses sur Eden Hazard, c'était pas forcément glorieux. Donc à voir contre Bilbao dans un match à haute intensité, haute importance. Si là oui par contre il va se réveiller avec un jeu où il y aura plus d'espace, plus de possibilités je pense de s'exprimer, et si là il peut être décisif, là on en a besoin. Parce que là s'il faut être décisif, c'est maintenant là. Là les amis, que ce soit Eden Hazard ou n'importe quel joueur, c'est maintenant. Là on a un match avancé de la 21e journée pour le match retour contre Bilbao après les avoir battus 1-0 à domicile en Liga il y a moins de 3 semaines. Là c'est un match décisif parce que tu réaffrontes un gros quand même de Liga, même s'ils n'ont pas une situation ultra importante, ça reste une grosse équipe qui emmerde souvent les grosses équipes aussi et qui est souvent bien placée en fin de saison. C'est une équipe qui a quand même des joueurs expérimentés, qui va au combat, qui tactiquement et physiquement ne lâche rien, mais si techniquement on est meilleur qu'eux, ils peuvent aussi te faire mal. C'est des joueurs qui jouent très bien au ballon, qui savent autant défendre qu'attaquer rapidement. Donc voilà, faut pas les sous-estimer. Bilbao, on connaît les failles et on connaît aussi leurs forces. Mais Bilbao aujourd'hui, c'est une équipe qui dans leur stade est très difficilement prenable. Du coup, si on peut prendre les 3 points là-bas, on va pas se faire prier pour continuer bien sûr d'avoir la confiance, continuer notre chemin vers l'avant et prendre un peu de distance avec des concurrents qui vont finir par s'affronter eux aussi les uns envers les autres, et pourquoi pas perdre des points dans des matchs pièges. Parce que nous, le match piège, on l'a eu contre Cadiz où les mecs sont venus uniquement poser le bus pour défendre. On a perdu 2 points lorsqu'on avait enchaîné un mois de novembre et de décembre avec full victoire contre que des grosses équipes. Donc c'est quand même un peu dommage de perdre un peu des points contre une équipe de merde qu'on a surdominé, tel le script FIFA, tu vois. Et heureusement qu'on n'a pas pris le but du hold-up, ça aurait été abusé. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, il faut reprendre directement la marche en avant. C'est le dernier match avant Noël, avant les fêtes, parce qu'après, on enchaînera directement avec la Super Coupe d'Espagne, avec une demi-finale contre le Barça. Donc là, gagner contre Bilbao avant les fêtes, c'est aussi le moyen de prendre du rythme, de gagner de la confiance, être très serein pour la Supercopa. Supercopa que je veux absolument gagner cette année, pour qu'on ait aussi, pourquoi pas, un titre dès le mois de janvier pour se mettre en confiance en 2022. Ce serait exceptionnel, et surtout que si on la gagne, ça voudrait dire qu'on a battu le Barça et l'Atlético Madrid et Bilbao. Du moins 2 équipes sur 3, mais 2 sur Barcelone en demi-finale. Après on verra qui on affrontera en finale, mais pour moi c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment important. La Super Coupe d'Espagne, c'est aussi important que d'être premier en Liga pour moi. Même si c'est un titre de merde pour certains d'entre vous, quand le titre il arrive en janvier, c'est un excellent moyen de voir déjà de une ta forme par rapport à toi-même et par rapport à tes concurrents directs en championnat au niveau national, et c'est aussi un message que tu envoies à travers l'Europe en montrant que dans les matchs importants qui comptent pour un titre, tu es présent, t'as bombé le torse et surtout tu n'as pas baissé le pied et t'as tout atomisé. Un titre ça reste un titre, au moins histoire de pas faire saison blanche, tu vois. Parce que non seulement là t'es premier de Liga, mais si en plus derrière tu gagnes la Super Coupe d'Espagne, franchement les concurrents ils vont commencer un petit peu à trembler, se dire ça sent pas bon pour nous quoi. Mais bref, pour revenir sur le match contre Bilbao, alors j'avais déjà analysé entièrement Bilbao
Bilbao il y a 3 semaines pour l'avant-match du coup du match aller. Là le match a été avancé par rapport à la 21e journée qui normalement se déroulait je crois que fin janvier ou début février, mi-février, un truc comme ça. Mais pour le coup Bilbao depuis qu'on les a affrontés nous, c'est pas glorieux. Je vous mets vite fait leur dernier résultat depuis qu'on les a affrontés. Bah forcément c'est une défaite contre nous, voilà, qui est assez prévisible. Un match nul à l'extérieur contre Retafe, 0-0 Retafe qui est dans les derniers du championnat et qui n'est pas très glorieux cette saison. Une défaite à domicile 1-0 contre Séville, du coup encore une fois un match un peu étriqué mais remporté par Séville, du coup un concurrent qui est directement pour nous, un concurrent direct pour le titre et qui nous colle au basque et qui va jouer ce soir d'ailleurs contre le Barça. Sinon Bilbao, leur seul fait d'armes depuis ce match là, c'est leur victoire contre le Betis Séville, du coup le week-end dernier, où ils perdaient notamment 2-1 si je dis pas de bêtises, et après ils ont gagné 3-2, donc ils ont fait quand même une belle remontada dans leur stade, devant leur public qui était survolté dans ce match-là. Les buts en plus de part et d'autre étaient plutôt stylés, avec un Iñaki Williams qui est quand même en forme et qu'il faudra surveiller à tout prix au niveau de la vitesse, de la percussion et sa confiance devant le but. Mais sinon Bilbao, voilà, ça reste comme j'avais dit pour le match aller, une équipe cette saison, quand tu regardes leur bilan, c'est 18 matchs, 5 victoires, 9 nuls et 4 défaites, donc il y a vraiment beaucoup de mal à enchaîner 2 victoires de suite ou à gagner tout court. C'est une équipe qui marque moins de buts qu'il a de matchs joués, donc 16 buts marqués en 18 matchs, ce qui est quand même très peu. Et de l'autre côté, 14 buts encaissés. 14 buts encaissés, donc ça prouve une chose, c'est qu'ils ont autant une attaque qui n'est pas immense, pas très puissante, pas très dangereuse, qu'une défense aussi qui peut être impénétrable quand elle le souhaite. Quand tu regardes les scores de Bilbao depuis le début de la saison, c'est beaucoup de 0-0, de 1-0, de 2-1, de 1-1, tu vois, c'est beaucoup de résultats très étriqués qui en font une équipe qui peut être aussi redoutable derrière que inoffensive devant, mais qui peut aussi être assassine quand elle le veut. Parce que si tu as une défense de fer qui prend pas de but et que t'en marques un et que ça suffit, et que t'arrives après ça à cadenasser et être tranquille, et jouer uniquement en contre, bah ça, si ça marche, tant mieux pour toi. Moi je préférerais gagner tous mes matchs 1-0 si à la manière. Du moment que je gagne, je m'en fous. Mais là du coup dans Bilbao, j'ai pas réanalysé tout ça. Je vous l'ai déjà dit, voilà, en quelques mots, je vous ai résumé vraiment ce que j'avais déjà dit dans ma première vidéo de l'avant-match du match aller. Et voilà, c'est globalement ce que représente Bilbao. C'est une équipe qui est très dure à prendre en défense, qui encaisse peu de buts et qui en marque peu aussi. Donc forcément, si toi t'arrives à leur briser leur défense, à marquer pour les forcer à sortir, bah leur défense va devoir laisser beaucoup d'espace et tu pourras pourquoi pas marquer le but du break qui pourra vraiment te sauver. Parce qu'au match aller, le match il était quand même tendu, on a eu une autre phase à nous qui était excellente, on a marqué d'ailleurs sur un but en plein temps fort de Bilbao si je me rappelle bien, puis derrière c'est Bilbao qui a aussi enchaîné après une très bonne partie de la rencontre où ils ont eu le ballon, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais pas d'efficacité justement, et nous après on n'avait pas su tuer le match quand on le pouvait, et forcément on avait un petit peu transpiré contre Bilbao, qui était quand même un match assez intéressant qu'on a enchaîné en plein milieu d'une période où on a fait Séville, Atlético, Bilbao, Sociedad, etc. Donc là c'est l'occasion malgré les absences, pourquoi pas, de montrer qu'on a quand même du football malgré les absents, qu'on peut cette fois-ci tuer le match le plus tôt possible et vraiment se mettre dans la poche et être moins en souffrance qu'au match aller, même si bien sûr ça va être compliqué à la création du jeu sans Modric et sans un Casemiro qui va assurer l'équilibre, ou un David Alaba qui en tant que meneur d'hommes et en tant que premier relanceur et tout ça va beaucoup manquer quand même dans les duels et surtout l'impact tactique et dans le vestiaire. Puis ce qui me fait aussi chier, c'est qu'on n'a pas Rodrigo ou Asensio qui ont tous les deux un profil différent mais complémentaire, entre l'un qui peut déséquilibrer par sa vitesse, sa percussion, l'autre qui peut apporter un jeu entre les lignes hyper intéressant et une frappe de loin qui était vraiment confiance en ce moment. Donc ça fait quand même chier. Voilà, aujourd'hui pour moi la clé du match, ça va bien évidemment le fait que si Nacho prend bien la place d'Alaba, mais Nacho on sait tous, c'est le couteau suisse parfait qui est toujours là quand on en a besoin et qui est toujours très bon. Donc pour moi il n'y a pas de problème là-dessus. Milieu de terrain, comment vont se positionner Valverde, Camavinga, opté de Kroos pour former le nouveau milieu à 3 du coup en l'absence de Casemiro, Modric. Est-ce qu'Antonio Blanco va avoir son épingle à jouer en tant que pur numéro 6? Parce que Camavinga c'est plus un joueur qui va jouer un peu plus haut que le numéro 6. Valverde pareil, il est plus utile surtout sur le terrain quand il peut partir avec le ballon au pied, qui peut briser des lignes, qui peut faire des appels, pas quand il est cantonné au rôle de numéro 6, même s'il l'a déjà fait et de manière plutôt intéressante, parce que c'est un mec qui a beaucoup de coffre, qui a une endurance incroyable et qui peut courir partout pour courir un petit peu comme un Casemiro et couvrir le plus de terrain possible et combler les brèches. Mais pour moi, Valverde et Camavinga, c'est plus des joueurs qui sont placés un cran plus haut sur le terrain pour apporter puissance, percussion, vitesse et apporter surtout un peu de ballon. Tu vois, c'est intéressant et important. Et pour moi, aujourd'hui, le seul 6 que je mettrais, c'est Antonio Blanco. Du coup, éventuellement, un 4-4-2 avec Camavinga, Valverde et Antonio Blanco en 6 aux côtés de Kroos pour organiser le jeu, l'orienter et bien sûr apporter de l'impact et de la technique. Et de l'autre côté, bah voilà, Vinicius, Benzema devant tous les deux et Eden Hazard à la limite tu fais rentrer après. Parce que là, pour moi, partir avec un 6 qui n'en est pas vraiment un dans un match comme ça à haute intensité où la tactique sera hyper importante, où l'imprécision et le déséquilibre te sera fatal, ça ferait mal. Après, à voir si Hazard
mettra pas autant de temps à rentrer dans son match que contre Cadiz. Si là il est réveillé dès le début, s'il arrive à percuter, s'il se met plutôt à décrocher dans l'axe, comme on l'a vu notamment contre Cadiz, par moment où il décrochait plutôt dans l'axe plutôt que d'être cantonné au côté droit où il a plus de vitesse, il a pas le coup de rein pour faire ça, ni pour déborder vraiment comme il faut à l'instar de ce qu'il faisait à Chelsea. Donc pour moi, Eden Hazard il est plus intéressant quand il décroche dans l'axe, mais le problème c'est que du coup c'est un 4-4-2 avec une sorte de numéro 10, donc pourquoi pas, à voir comment après Benzema et Vinicius vont combiner, vont se déplacer pour que Hazard puisse aussi s'intégrer au schéma offensif et à la construction du jeu, à voir. Mais pour moi vraiment les facteurs X aujourd'hui, ça dépendra vraiment de comment notre milieu de terrain avec les jeunes qui vont prendre le pouvoir aujourd'hui vont se situer et comment vont se comporter pendant ce match là, et de l'autre côté comment Eden Hazard va être décisif. J'ai pas de doute sur Benzema et sur Vinicius, mais avec l'enchaînement des matchs et la fatigue, c'est quand même bien aussi qu'il y ait un troisième Lascar sur le côté qui prenne enfin aussi l'ascendant pour pourquoi pas les soutenir et un petit peu leur enlever un peu la pression de devoir tout le temps marquer à eux deux. Rodrigo Asensio le faisait très bien, malheureusement ils sont covidés, ils sont pas là, donc pour le coup la responsabilité incombe à Eden Hazard. Et là aujourd'hui c'est peut-être le moment peut-être pour lui de se révéler, de montrer qu'il en a dans le bide et dans la tête et dans le cœur aussi, pour montrer qu'il peut renverser la situation, de s'imposer pour une fois peut-être au Real Madrid. En tout cas un match qui s'annonce hyper électrique les amis, franchement là si je devais donner un pronostic, pour moi ça serait un match nul. Ce serait un match nul, on perdrait du coup 4 points en 2 journées. Mais j'ai confiance quand même en l'équipe, j'ai confiance en notre grinta, j'ai confiance en notre mentalité, en notre football, en nos remplaçants, en nos titulaires. Moi j'ai confiance. Du coup pour citer vite fait la convocation qu'on a d'ailleurs pour finir la vidéo, j'ai oublié de le faire avant, on a Courtois, Fuidias, Diego Pinheiro, en défense Nacho, Militao, Vallejo, Lucas Vazquez, Mendy, Rafa Marín du Castilla et Miguel Gutiérrez. Milieu de terrain, Kroos, Camavinga, Valverde, Blanco, Arribas. Et attaquant, Benzema, Vinicius, Hazard, Jovic, Mariano et Peter. Peter d'ailleurs qui peut être un excellent, un excellent détonateur, qui pour moi peut être un excellent remplaçant. Il a pas joué contre Cadiz, je crois en prêt. Moi j'ai pas vu le match contre Cadiz en entier, j'ai juste vu des extraits après tout ça. Mais pour moi Peter contre Bilbao, si vraiment il y a des espaces à exploiter, avec sa vitesse, sa percussion et sa technique, il peut faire extrêmement mal. Beaucoup plus à mon sens que Hazard. Donc à voir ce que Ancelotti peut faire avec les jeunes. Il y a aussi Arribas qui peut rentrer pour contrôler le jeu, le milieu de terrain, apporter sa technique et sa vision de jeu. Donc ça peut être très intéressant. Jovic, on sait qu'il va sûrement peut-être remplacer Benzema s'il y a un coup de fatigue ou pour apporter du soutien à l'attaque. Ça peut être intéressant. Mais pour moi, c'est vrai que Peter, Jovic et Arribas peuvent apporter énormément en sortie de banc. Donc voilà les gars, en tout cas, on verra bien ce que va donner le match demain. Ce soir, ce sera Séville contre Barcelone. Si Séville gagne, je ferai bien sûr un débrief à chaud sur la chaîne. Pas forcément pour me moquer du Barça, mais pour parler de Séville un peu plus sérieusement, qui est notre concurrent direct numéro 1 cette saison en Liga. De l'autre côté, on se retrouvera nous demain bien sûr pour le match du Real Madrid, juste après le match, une demi-heure après en tout cas pour faire le débrief à chaud. Je vous souhaite une excellente soirée, abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus si vous aimez le Real Madrid. On se retrouve bien sûr demain pour de prochaines vidéos et ciao les gars.